Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Josse, qui est psychologue, qui est psychothérapeute, et avec qui on va parler psychotrauma pendant 1 heure et quelques. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Eh bien, bonjour Evelyne, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Merci Anna de m'avoir invitée. Alors, Evelyne, vous êtes psychologue, psychothérapeute, formatrice aussi, et vous avez beaucoup travaillé là dans le sujet qui va nous intéresser, qui est le psychotrauma, si je ne m'abuse. C'est exact. Euh, Comment ça se fait que vous êtes venu à travailler là-dedans, à vous spécialiser, on pourrait dire là-dedans? Alors là, je ne sais pas trop. Euh, un petit peu le hasard des choses. J'étais en psychologie, je devais faire mon stage et je ne voulais pas faire un stage où on passait des tests. Et donc, j'ai postulé pour être dans un stage avec les malades du sida, à une époque où les gens mouraient comme des mouches, hein, il n'y avait pas de traitement. Et donc, je pense que ça a été ma première confrontation au niveau professionnel avec quelque chose qui est de l'ordre du trauma, puisqu'on annonçait aux personnes qu'elles allaient mourir, qu'on n'avait pas de traitement et que, voilà. Donc, cette confrontation à la mort, c'est à la fois le deuil de sa propre vie, mais c'est aussi un trauma. Et puis, j'ai travaillé avec les enfants malades du cancer, c'est aussi un peu la même chose. Et puis, je suis partie travailler en ex-Yougoslavie pendant la guerre. Et donc là, j'ai été confrontée de plein fouet, évidemment, à tout ce qui était traumatisme. Mhm, d'accord. Pour vous, comment vous définiriez un traumatisme ou un psychotrauma? Alors, c'est une souffrance psychologique qui fait suite à des événements, soit à un événement unique, soit à une série d'événements. Donc, quand la souffrance psychologique, donc la symptomatologie, fait suite à un événement unique, on parle de traumatisme simple. Et quand le traumatisme fait suite à une série d'événements, on parle de traumatisme complexe. Donc, par exemple, un traumatisme simple, c'est un accident de voiture, c'est un début, une fin claire. Avant l'accident, il n'y a pas de trauma. Après, il y a un Mhm. trauma, mais l'accident ne se poursuit pas. Tandis que le traumatisme complexe, une suite d'événements, c'est par exemple les enfants qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, les personnes aussi, par exemple, à l'institution qui sont victimes de violences, je pense par exemple aux personnes âgées. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les traumatismes complexes. Il y Je ne sais a... pas si vous voulez que je vous parle des symptômes. Ah bah oui, oui, allez-y, les signes, les symptômes. Alors, d'abord, les symptômes. Donc, il y a plusieurs symptômes, catégories de symptômes tout à fait spécifiques du trauma. La première, c'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Donc, ce sont les réviviscences. C'est euh, tout ce par quoi la personne va être ramenée au traumatisme originaire, donc à l'événement traumatique. Alors, par exemple, les personnes qui ont vécu des attentats, ça peut être un bruit, ça peut être aussi pour une personne qui a vécu une agression, un film violent ou un film où on exhibe une arme, par exemple. Ça peut être aussi une discussion, hein, on entend une discussion sur le sujet qui nous concerne, par exemple sur un viol. Ça peut être aussi de croiser dans la rue un homme qui ressemble au conjoint violent. Donc, tout ça, ce sont des déclencheurs qui vont ramener la personne à l'événement voilà, qui a fait trauma. Et donc, parmi ces symptômes, on en a plusieurs. On a ce qu'on appelle les flashbacks. Alors, vraiment, les flashbacks, c'est une sorte d'hallucination. Alors, on n'est pas du tout dans la psychose, on n'est pas du tout dans la folie, hein, mais c'est le fait qu'à ce moment-là, la personne croit vraiment que l'événement est en train de se reproduire. Bon, par exemple, j'ai une de mes patientes qui a été victime des attentats à l'aéroport de Bruxelles. Et un jour, elle était dans un grand magasin. Elle entend donc quelqu'un qui faisait la maintenance qui laisse tomber une pièce métallique derrière elle. À ce moment-là, elle croit vraiment qu'il y a à nouveau un attentat. Donc alors bien sûr après elle se rend compte que ce n'est pas le cas et elle s'apaise, hein. Mais donc c'est vraiment l'impression que ça se reproduit. Ça c'est une catégorie de symptômes de réjouissance. Une autre c'est les images intrusives, c'est-à-dire que la personne ne veut pas penser au trauma, à cet événement, mais il s'impose dans son esprit. Donc, sans arrêt, les images reviennent et ça se produit aussi la nuit dans les cauchemars. D'accord.
Qu'est-ce qu'on a encore comme type de symptômes? C'est donc tout ce qui est conduite d'évitement, c'est-à-dire tous les symptômes qui vont faire que la personne va éviter de se mettre dans une situation qui lui rappelle l'événement. Donc, par exemple, si c'est les attentats de Paris, ben, les gens vont plus vouloir aller dans des salles de concert, mais dans des salles tout court, quoi, des salles de cinéma, enfin toutes des salles où il y a un grand nombre de personnes. Si on a eu un accident de voiture sur l'autoroute, ben, c'est soit de ne plus prendre l'autoroute, soit c'est de ne plus vouloir prendre la voiture carrément. Donc ça, c'est une autre catégorie de symptômes. Euh, une autre encore, c'est tout ce qui va être pensée négative et émotions négatives qui vont être persistantes et qui vont être souvent assez intenses. Donc ça peut être des croyances que la personne a par rapport à elle-même, par rapport aux autres, par rapport au monde. Par exemple, on ne peut faire confiance à personne, le monde est dangereux, je suis brisée à jamais, je ne serai plus jamais la même. Ou aussi, ça, on a aussi vu beaucoup avec les personnes qui ont vécu les attentats, c'est ben, je ne suis pas morte, j'aurais dû mourir comme mes amis ou comme tous les autres sont Mhm. morts. Alors évidemment, vous pensez bien qu'avoir ce type de croyance, ça génère des émotions très négatives. Alors ces émotions, ça peut être euh, évidemment de la peur, ça peut être aussi des sentiments d'horreur, mais aussi de la colère, de la culpabilité, de la honte. Mhm. En fait, les personnes ne parviennent plus à sentir d'émotions positives. Elles parviennent à sentir ces émotions négatives-là, mais pas d'émotions positives. Mais d'autres personnes, par contre, ne vont plus ressentir d'émotions. Elles vont être comme anesthésiées émotionnellement. Bon, c'est évidemment un mécanisme de défense, mais donc elles vont souvent paraître très froides par rapport aux autres. Mhm. Alors, certaines personnes vont vraiment être dans le repli sur soi, elles vont plus vouloir communiquer, enfin, ou très peu, alors que d'autres vont être tout le temps à demander de l'affection, à demander de l'attention, à demander de la protection. Évidemment, ce qu'elles vont recevoir, c'est jamais ce qu'elles attendent, c'est-à-dire que elles demandent de l'attention, mais l'attention qu'on va leur donner ne va pas leur convenir. Je pense par exemple à une de mes patientes qui avait vécu voilà, un accident grave et sa maman lui disait je suis inquiète pour toi. Eh bien, ça mettait ma patiente dans tous ses états en disant quoi, c'est encore elle qui est au centre du jeu, hein, parce que la personne disait je m'inquiète. Donc, dans la phrase, elle n'entendait pas je m'inquiète pour toi, elle entendait simplement je m'inquiète et donc moi j'ai souffert et c'est encore ma mère qui dit je m'inquiète, donc elle est en souffrance. Donc, voilà, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que ça Alors, voudrait dire... Pardon, allez-y. ouais, allez-y. J'allais dire, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a besoin des fois d'une espèce de reconnaissance de la souffrance de la personne, d'elle, de sa souffrance à elle de victime? Bien sûr, hein, c'est ça que les personnes attendent, mais finalement, la reconnaissance qu'on leur donne, c'est souvent pas la reconnaissance qu'elles attendent, hein. Donc, c'est assez compliqué. Et du coup, elles deviennent souvent agressives avec leur entourage. Ce qui complique évidemment encore plus, parce que si vous êtes agressive avec votre entourage, il a encore moins besoin, ou envie en tout cas, de vous donner cette attention, de l'affection, etc. Donc, du coup, ça les conforte dans l'idée qu'elles sont seules, qu'elles sont incomprises, que tout le monde s'en fout. Et donc, on a souvent vraiment ce sentiment de solitude parce que bah, l'entourage ne comprend pas nécessairement ce que la personne a vécu, hein. C'est aussi, t'as survécu, t'as rien, tu devrais être heureuse ou tu devrais être heureux. Et donc, c'est pas quelque chose qui se voit, le trauma, hein, ce sont des blessures intérieures. Donc, quand on a un cancer, par exemple, qu'on est malade, qu'on a de la chimio, qu'on a perdu ses cheveux, bah, l'entourage voit, enfin, il y a quelque chose qui est visible de la souffrance interne qui se manifeste à l'extérieur. Ici, c'est pas le cas. Donc, les personnes de l'entourage ne comprennent pas toujours. Et si la personne victime réagit négativement par rapport à son entourage, ça crée des conflits et parfois, ben, ça crée aussi des séparations, des divorces dans les couples. Dans les premiers temps, en général, l'entourage est relativement compréhensif. Ça dure un an et demi, mais si la personne reste coincée dans ses symptômes traumatiques, elle ne va pas voir un thérapeute, que les choses ne bougent pas,
Bon, il faut comprendre l'entourage aussi, c'est compliqué. La personne n'est plus celle qu'on a rencontrée. Dans un couple, par exemple, ben, on s'est mis en couple avec une personne joyeuse, heureuse, qui aimait la vie et qui aimait voir des amis, qui aimait sortir, qui aimait aller en vacances. Moi, j'ai une patiente, par exemple, ben, tout ça, c'était fini. Elle voulait plus de vacances, plus de fêtes familiales, plus sortir, plus aller au restaurant, plus aller au cinéma, plus rien. Il faut comprendre que, bon, pour l'entourage, à un moment, on s'épuise, surtout qu'on voit que les efforts qu'on fournit, mais ne donnent pas les résultats qu'on espère. Ça me fait penser un peu au deuil où l'entourage est compréhensif pendant un temps et puis au bout d'un moment, bah, il faut passer à autre chose, faut que tu l'oublies, il aimerait que tu passes à autre chose, des choses comme ça. Tout à fait, hein, c'est-à-dire que toutes les souffrances qui durent longtemps, qui sont pas visibles, et où la personne de l'entourage voit les choses entre guillemets objectivement. Alors je mets des énormes guillemets autour d'objectivement, mais elle ne les voit pas donc subjectivement, c'est-à-dire elle ne les voit pas à la place de la personne qui vit les choses, elle ne les voit pas avec toutes les émotions, avec tous les sentiments que la personne vit. Bah, on se dit, bah oui, mais voilà, tu as eu un accident, oui, ok, c'est dommage, l'autre est mort, mais voilà, il faut continuer, ou il y a eu des attentats, tu pourrais être content d'avoir survécu. La personne ne se met pas dans les, je dis toujours, ne se met pas dans les pantoufles ou dans les chaussures de la victime, quoi. Mm. Et puis, comme vous dites, s'il y a un espèce de sentiment de honte et de culpabilité, ça doit être aussi difficile de parler de ce qu'on ressent en tant que victime ou de traumatisé à l'entourage et de faire comprendre. Tout à fait. Alors, il y a des choses où c'est un peu compliqué de parler, c'est tout ce qui concerne la sexualité, donc des viols, par exemple. Donc, il y a la honte, et puis il y a de la honte, parfois de la culpabilité, dans d'autres types de traumas. Par exemple, une personne qui a été agressée, je pense à une de mes patientes, euh, et qui n'a pas réagi. Mm. Alors, elle n'a pas réagi parce que c'est son système nerveux autonome qui a décidé pour elle et qui a fait le mieux qu'il pouvait pour l'aider à survivre à ce moment-là. Mais elle, dans l'après-coup, elle se sent honteuse de ne pas avoir tenté quelque chose. La culpabilité, ça peut être aussi, bah, si on est auteur des faits, par exemple, je pense à une de mes patientes euh, où voilà, sa collègue avait injecté, mais c'est elle qui était le médecin, l'infirmière a injecté un produit qui a fait mourir le patient. Eh bien, elle se sentait terriblement coupable. Et donc là, j'insiste aussi, puisque je sais que ça fait partie de vos questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein. Moi, je dis, il faut toujours être prudent parce qu'on a charge d'âme avec les victimes. euh, et notamment quand il y a des sentiments de culpabilité ou des sentiments de honte, parce que le risque de passage à l'acte suicidaire est important. Et donc, on marche sur des œufs parfois, hein. Donc, je pense à cette patiente. Euh, j'ai vraiment marché sur des œufs parce qu'elle avait vraiment euh, un sentiment de culpabilité très fort, même si c'est pas elle qui avait fait l'injection, c'est l'infirmière qui s'était trompée, mais elle, en tant que médecin, était responsable. Elle n'est pas coupable, mais responsable. Et cette jeune fille de 22 ans a été condamnée à la mort à cause de cette injection. Et donc, ma patiente voulait mourir, hein. Mhm. Donc, on est vraiment comme avec certains deuils, notamment dans les deuils d'enfants, on est dans des situations extrêmes de souffrance où tout faux pas de la part du thérapeute peut précipiter ou en tout cas autoriser ou en tout cas ne pas empêcher un passage à l'acte suicidaire. Ok. Quand on est que hypno, qu'on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas psychologue, qu'est-ce que nous on peut faire pour accompagner ces gens qui des fois bah, on tombe sur un trauma, on s'y attendait pas, comment on peut accompagner? Alors, soit on se forme au trauma. Ouais. Ce Moi, qui est je déjà donne pas pas mal. en 3 jours. Je pense que c'est un minimum de lire aussi. Je Mm. pense que la base théorique est importante pour bien comprendre ce qui se passe. Faire des supervisions. On est aujourd'hui, je suis tout à fait étonnée, moi, quand j'ai fait mes formations en hypnose, je dis mais parce que j'en ai fait 2 en même temps, et c'était 3 ans à l'époque, elles étaient donc souvent plus longues qu'elles ne sont aujourd'hui, mais on faisait tous de la supervision. En fait, c'était obligatoire. Donc,
on parlait de nos patients à un hypnothérapeute euh, qui avait de la bouteille, quoi, qui était rompu euh, à l'hypnothérapie et à la psychothérapie. Et ça, je pense qu'on apprend beaucoup dans les formations, mais on apprend peut-être encore plus dans les supervisions. Et puis, ça donne un garde-fou, c'est-à-dire que le thérapeute peut donner des conseils sur quoi faire, quel genre de séance d'hypnose, comment se comporter, et aussi mettre des stops, des signaux d'alerte quand il y a un danger, par exemple. Donc ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Ok. Je- peut-être que je pourrais quand même continuer sur les Oui, symptômes, oui, parce allez. que moi, je pense que c'est important de bien les connaître quand même. Il y a aussi donc une autre catégorie de symptômes, c'est tout ce qu'on va appeler l'hyperactivation neurovégétative. Donc, il y a un système nerveux autonome qui va être hyperactivé. Donc, je compare toujours ça à un accélérateur, hein, tout ce qui va nous permettre de réagir à un danger, donc de fuir, de combattre. Euh, eh bien, ce système nerveux autonome, il va rester activé. Et donc, la personne va être hyper vigilante, elle va être en train d'observer son environnement de façon anxieuse. Et ça, pour les hypnos, c'est important de savoir parce que ce sont des personnes qui vont, par exemple, avoir du mal à fermer les yeux, du mal aussi à certaines en tout cas, aller en hypnose parce que du coup, elles perdent le contrôle sur l'environnement extérieur et cet environnement extérieur, il a été dangereux. Donc, du coup, il faut le surveiller, quoi. Et donc, ça crée aussi des problèmes de troubles du sommeil. Et donc, quand un hypno a quelqu'un qui vient pour un trouble du sommeil, pour un problème de stress, des personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui doivent tout le temps être en action, je crois qu'il faut toujours se poser en tout cas la question, est-ce qu'il n'y a pas un trauma derrière, de poser la question sur ce que la personne a vécu récemment ou parfois dans l'enfance. Alors, j'en profite juste pour rebondir. On parle pas mal pour l'instant d'amnésie traumatique. Entre le est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas. Euh, Alors, moi, je travaille avec le trauma depuis de très nombreuses années. Donc, ce que j'ai souvent remarqué, c'est des amnésies partielles, c'est-à-dire que la personne ne se souvient pas de tout d'un événement, mais une amnésie complète, je n'en ai eu qu'une seule, hein, donc d'accord. qui a émergé effectivement à la suite d'une hypnose. C'est-à-dire, on avait un petit bout euh, que donc le monsieur, pendant des années, n'a rien eu du tout, aucun souvenir. Et puis, il a rencontré une femme avec laquelle il s'est senti en sécurité. Et du coup, il y a un tout petit bout du trauma qui est revenu, qui était suffisamment pour le travailler comme un trauma. Et puis, en fait, en hypnose, on a eu tout le déroulé. D'accord. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes, si elles ont vécu un événement unique, on va avoir des morceaux. Par exemple, une de mes patientes est sortie par une fenêtre d'une toilette. Il y avait un incendie dans la boîte de nuit où elle était. Elle ne se souvient pas comment elle est sortie. Alors, on le sait puisqu'il y avait plein de témoins et notamment son compagnon. Euh, un autre monsieur qui a été vraiment violemment agressé, mais bon, qui était euh, espion, hein, un vrai espion. Donc, c'est-à-dire il avait des techniques, donc il a mis les types KO, mais par exemple, ça, il se souvient plus. Et puis, il se ressouvient au moment où il a sa propre arme, puisqu'évidemment, donc il travaillait pour le gouvernement belge, et donc il avait une arme de service. Et là, il se souvient. Mais donc, il y a un trou. Donc ça arrive souvent. Ce Mhm. qui se passe dans les traumatismes complexes, donc des personnes qui ont été victimes sur une longue période de temps, c'est qu'on a souvent des pans entiers qui tombent, c'est-à-dire la personne ne se souvient pas ni des traumas, ni même des bons souvenirs, c'est-à-dire elle se souvient plus de son enfance. Mais on a des flashs, elles ont des flashs, c'est-à-dire des petits moments où elles savent très bien ce qu'elles ont vécu. Alors, il y a souvent cette question des violences sexuelles à un âge très précoce. Alors, bon, évidemment, ça peut arriver, hein, des attouchements sur un bébé, mais bon, moi, j'ai des personnes qui me disent, je suis sûre qu'à 8 mois, mon père m'a pénétré. Non, là, moi, j'achète pas, simplement parce que si à 8 mois, en fait, moi, j'ai travaillé avec les viols de guerre, et dans les viols de guerre, on a des enfants et des nourrissons qui sont
violée, en fait, les enfants meurent d'hémorragie. Hein, c'est-à-dire que, imaginez la longueur d'un sexe dans un bébé, ça transperce tout. Donc voilà, ça, je n'y crois pas. Donc, on est aussi parfois avec des personnes qui ont des faux souvenirs, hein, et qui se sont construites tout un scénario autour de ça, quoi. Donc, il faut quand même se méfier. Moi, quand les personnes viennent, puisque j'ai fait de l'hypnose judiciaire en Belgique, donc de l'hypnose judiciaire, je travaillais donc pour la justice belge pour retrouver des éléments d'une enquête avec les victimes et les témoins de faits graves. Et donc, parfois, j'ai des personnes qui viennent en me disant, je suis sûre que j'ai été violée par mon père, mon grand-père, etc. J'ai pas de souvenir, mais je le sens parce que j'aime pas mon père ou mon père me dégoûte. C'est pas des éléments suffisants. Nous sommes généralement dégoûtés par l'odeur de notre père. Ça, il y a des études qui ont été menées là-dessus, hein, avec des t-shirts avec différentes odeurs. Et on demande à des femmes quel est le t-shirt qui, selon elles, pue le plus, et c'est toujours celui du père. C'est une question de phéromones, c'est sans doute une... Bon, l'inceste existe, mais dans notre société humaine, sans doute parce que la civilisation a fait son œuvre. Je ne sais pas si c'est aussi fort, si c'était aussi fort du temps des Ménapiens, du temps des hommes préhistoriques, mais peut-être que c'est une forme de rejet pour éviter les relations sexuelles. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la plupart des femmes sont dégoûtées, donc c'est pas un élément suffisant. Alors, moi, je dis non, quoi. Je refuse signer les personnes parce qu'en fait, elles s'auto-suggestionnent elles-mêmes. Elles se suggestionnent déjà qu'elles ont vécu un trauma. Donc là, c'est la piste glissante pour créer des faux souvenirs en hypnose. Alors moi, je veux bien travailler avec elles, mais par rapport aux difficultés qu'elles ont, par exemple avec leur père ou avec les hommes aujourd'hui. Puis si quelque chose doit émerger, ça émergera. Ok. Ok, on était sur du coup, sur les symptômes. Désolée, je Oui, partais sur alors, autre chose, sur les symptômes du SNA, oui. l'hypervigilance, etc. Oui. Alors, on parle toujours de ces symptômes-là, mais en fait, ce qu'on appelle donc un trouble de stress post-traumatique, ça arrive rarement seul, hein. On a souvent des dépressions dans 60% des cas à peu près. Et ça peut être vraiment une vraie dépression qui peut être ponctuelle, mais pour près de 20% des personnes, ça va être euh, des montagnes russes, c'est-à-dire elles vont de temps en temps aller mieux et puis à nouveau retomber dans des formes de dépression. Et ce qui est aussi très fréquent, plus de 60% des cas, c'est les troubles anxieux. Alors ça peut être des phobies, enfin, ou moi j'appelle plus ça plutôt des pseudophobies, hein. Par exemple, plus prendre, c'est des conduites d'évitement, plus prendre la voiture parce qu'on a eu une, un accident. Des... Mais parfois, ça se généralise vraiment, comme dans une vraie phobie. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être une anxiété généralisée, mais donc on va souvent trouver des symptômes anxieux. Et puis, on va trouver des troubles du comportement. Et là aussi, j'invite les hypnos à être prudents parce que ce que je vois, pour moi, c'est une dérive de l'hypnose, c'est qu'on travaille beaucoup trop sur les symptômes et sans s'intéresser à la cause. Et donc, dans les troubles du comportement, on va par exemple, avoir de l'alcoolisme, de la toxicomanie et aussi des problèmes de troubles du comportement alimentaire, hein. Et donc, moi, les personnes qui sont obèses, ben, on sait qu'en général, ce sont des personnes qui ont vécu des traumas, et notamment dans l'enfance. Alors, pas toujours des traumas, mais parfois ce qu'on appelle des ACE, Adverse Childhood Experiences, donc les expériences adverses précoces, donc l'expérience négative précoce de l'enfance. En fait, on s'est rendu compte que chez l'enfant, ce qui faisait finalement trauma et ce qui avait des conséquences à long terme, c'était bien sûr les viols, les attouchements, les violences physiques, la négligence grave, mais pas que. En fait, par exemple, un divorce peut être une expérience adverse pour un enfant. L'incarcération d'un parent, l'alcoolisme d'un parent, la toxicomanie d'un parent, la maladie mentale, donc par exemple une dépression chez un parent. Et en fait, toutes ces expériences, plus elles s'accumulent et plus on a de troubles sur le long terme, donc on pourrait, je dirais, appeler traumatisme complexe, et on va par exemple avoir un taux d'obésité très important chez les personnes qui ont plus de 4 expériences adverses précoces dans l'enfance.
Donc ça veut dire qu'un trouble du comportement alimentaire, une toxicomanie, un alcoolisme, c'est pas nécessairement le signe qu'à 100% des cas, les personnes ont vécu des traumas, mais en tout cas, il faut se poser la question. Parce qu'évidemment, si on travaille sur un trouble du comportement alimentaire, par exemple une personne hyperphage, donc qui mange beaucoup, euh, et si elle a ça, c'est parce qu'elle a un trauma et qu'on travaille juste à réduire la consommation d'aliments, bah, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Donc, ça, je trouve que c'est important. Mais ce que j'ai raconté là, c'est beaucoup pour les traumatismes simples. En fait, les traumatismes qui ont un début, une fin claire. Pour tout ce qui est aussi donc traumatisme complexe, on va avoir ce qu'on appelle les symptômes de dissociation. Donc, il y a deux types de dissociation. Il y a la dépersonnalisation, l'impression de plus être soi-même, d'être comme un robot en pilote automatique, d'être pas acteur de sa vie, mais plutôt d'être spectateur. Et puis, il y a la dépersonnalisation. La déréalisation, c'est l'impression que le monde n'est pas tout à fait vrai, qu'on est comme dans la ouate, que c'est comme dans un film ou comme dans un cauchemar. Et ça, évidemment, si on a ces signes-là, c'est des signes d'alerte pour l'hypno qui doit quand même se dire que là, il doit jouer sur du velours parce qu'on est dans des traumas plus importants qui ont vraiment marqué de son empreinte toute la personnalité de la personne. Moi, j'ai eu des personnes, par exemple, et ça fait partie des troubles du comportement, qui s'automutilaient, euh, mais quand la personne, c'est-à-dire, il fallait que je gueule très fort pour que la personne m'entende. Elle était vraiment dans un autre monde. Donc là, je crois que si on n'est pas psychothérapeute, qu'on a juste l'hypnose, je pense que là, il vaut mieux passer la main. Donc là, ce serait intéressant de travailler avec un psychothérapeute ou un psychiatre ou un psychologue pour, euh, Voilà. pour pas, bah, on va pas allez, j'allais dire, j'y vais, pas se croire tout puissant. Ça y est, j'ai l'hypnose, donc je peux aller à la cause, au trauma, au machin, sachant qu'on peut tomber dans la psychiatrie assez rapidement. Voilà. Hein, donc effectivement, j'ai parlé des tentatives de suicide et parfois de suicide réussi, mais ça peut être aussi le risque effectivement que la personne décompense et qu'elles elles doivent être hospitalisées en psychiatrie. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué de donner des conseils parce que finalement, vous avez toutes les personnes qui sont conscientes de leur incompétence. Je ne sais plus comment ça marche, mais d'abord, on ne sait pas qu'on est incompétent, puis qu'on sait qu'on est Oui. incompétent. Donc, cette phase-là est une phase importante. Quand on se sait incompétent, finalement, c'est génial parce que du coup, on va apprendre, on va se renseigner, on va prendre des supervisions, on va se former et donc on va avancer. Et puis, il y a les personnes qui ne savent pas qu'elles sont incompétentes et du coup qui font n'importe quoi. Donc, moi, j'ai vu ça avec des personnes qui sont issues de milieux qui n'ont rien à voir avec l'humain. Hein. Ils viennent, par exemple, de sphères plus commerciales et qui font vraiment n'importe quoi. Donc, par exemple, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué, c'est une dame qui vient effectivement d'un milieu qui n'a strictement rien à voir avec l'humain, donc pas psy, pas infirmière, enfin rien de ce qui pourrait être dans la relation humaine. Et elle, pour un viol, elle voyait une personne, quelle que soit la problématique, elle voyait une seule fois la personne 3 heures d'affilée. Donc, bah, moi déjà, je trouve que 3 heures, bah, c'est un certain coût pour la personne déjà. Et si la tête du thérapeute ne lui revient pas, je trouve que ça pose déjà question. Et donc, elle me disait, mais tu sais, les personnes sont contentes pour un viol quand elles ne doivent pas revenir. C'est complètement méconnaître le trauma, évidemment. Donc ça, j'ai en général pas de souci avec les personnes qui sont dans l'humain. Euh, on a eu un stagiaire qui était aide-soignant, qui était génial, quoi. Il faisait des hypnoses, mais du tonnerre de Dieu. Mais voilà, on est dans l'humain, c'est-à-dire qu'il y a une conscience euh, qui a été inculquée pendant les études de ne pas nuire. Hein. D'abord, ne pas nuire. Et donc, les conseils qu'on peut donner, finalement, vont souvent passer au-dessus de la tête des personnes
que ces conseils concernent parce qu'ils se sentent tout-puissants. Mhm. C'est, Et ils peuvent tout faire. Moi, j'ai vu des gens qui soignent les nourrissons, les adultes, les ados, les vieux, ils font toutes les problématiques. Encore un autre cas qui m'avait beaucoup choqué, c'est une dame qui était formée depuis 1 an et demi en hypnose et qui ne voulait travailler qu'avec les traumas, mais surtout avec les gros traumas. Alors qu'elle aussi, elle venait du commercial, hein, donc rien à voir avec l'humain. C'était sa seule formation. Ben moi, je trouve que c'est, évidemment, elle ne prenait pas de supervision. Les gens rechignent à prendre des supervisions parce qu'il faut payer. Donc maintenant, les gens posent des questions sur les groupes Facebook et quand je vois le niveau des questions, moi, ça me fait peur, quoi, parce que c'est toujours des gens qui attendent des recettes des cuisines sans essayer de comprendre. Maintenant, aujourd'hui, si c'est pas gratuit, les gens ne veulent pas, quoi. Mhm. Ben, je pense que ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, les gens attendent que tout leur tombe tout cuit, hein. Ils ont la bouche pleine et ils se plaignent encore. Ça, c'est mon petit quart d'heure D'accord. d'énervement. Mais voilà, si les formations en hypnose sont pas payées par, le, Officiel ou par enfin, l'entreprise pour laquelle ils travaillent, si les supervisions sont pas payées, ben alors ils le font pas. Moi, il n'y a jamais une formation qui m'a été payée. J'ai toujours tout payé moi-même et toutes mes formations moi-même. Je pense qu'il y a aussi la motivation, quoi. ouais. Mais c'est vrai que là, on voit beaucoup, enfin moi je travaille beaucoup avec les débutants et on les voit beaucoup prêts à payer plein de formations, de spécialisation, TCA, machin, partout dans tous les sens. Donc en effet, ils peuvent tout faire, d'après eux, aller de partout et en fait rien n'est vraiment poussé. Donc les savoirs théoriques sont très légers et en fait dans ces formations on apprend le protocole pour l'hyperphagie, le protocole pour arrêter de fumer, le protocole pour machin. Et plutôt que d'aller pousser la connaissance vraiment à fond et de commencer à se spécialiser sur quelque chose, et donc avoir les supervisions qui vont avec, et les superviseurs qui sont aussi spécialisés là-dedans, on est un peu sur du au plus facile, quoi. Pourtant, ils mettent bien l'argent dans les formations. Donc, Oui, mais par exemple, avant, je vendais beaucoup de bouquins quand je faisais une formation. Maintenant, c'est vraiment réduit, hein, le nombre d'achats. Et donc, on voit qu'en fait, les gens sont dans les recettes toutes faites, comme vous dites, quoi, les protocoles. Et donc, les questions sur les groupes d'hypnose, c'est souvent ça, hein. Qu'est-ce que je dois faire avec une patiente ou un patient qui? Trois mm, petits points. Mais en fait, bah, je sais pas, on a parlé des problèmes du trouble alimentaire, ça peut être un deuil, ça peut être un trauma, c'est juste un symptôme. En fait, notre capacité, enfin, à exprimer notre souffrance n'est pas infinie, c'est-à-dire que quelle que soit la cause de la souffrance, on va toujours avoir le même type de symptôme, et ça veut dire qu'un symptôme peut venir de tas de causes différentes. On dit toujours en thérapie brève que la classe du problème n'est pas nécessairement la classe de solution. Alors, en fait, pour expliquer ça, c'est par exemple la classe du problème. Je suis très stressée au travail et donc euh, mon patron me casse la tête. Je rentre chez moi, je bois un petit verre de, de whisky, par exemple. Ça, c'est la classe de solution. On voit bien que la classe de solution et la classe de problème ne sont pas au même niveau. La classe de solution qui serait dans le même niveau, c'est de discuter avec mon patron, c'est de mettre en place des stratégies pour éviter d'être trop stressé, etc. Et donc, bien sûr, quand la personne vient pour le problème de son whisky, parce que d'abord elle en boit un, puis deux, puis trois, et puis à un moment, le conjoint dit, bon, j'en ai marre, tu bois trop, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, on va travailler sur le problème d'alcool, mais ce n'est pas le problème d'alcool. Je l'ai vécu avec mon mari. Mon mari a une diverticulite, un problème des intestins. Donc, il a effectivement une vraie maladie. Il arrive chez l'hypnothérapeute et il lui dit, en fait, c'est plus fort quand je suis stressée. Eh bien, elle a travaillé sur, comme il a une sorte sa sensation, c'est une barre dans le ventre. Elle a travaillé sur la barre, mm, changer la barre de position, etc. Or, bah, ce qu'il fallait travailler, c'est évidemment parce- le stress. Et mon patron, mon mari est revenu en disant, elle n'est pas bonne cette psy. Alors, il connaît rien en psycho, mais il a senti, il avait été chez une autre thérapeute en Belgique, et là, il s'était senti compris. Donc, ben voilà, c'est clair que travailler sur le symptôme, c'est bien pour la douleur, par exemple, quand on a une douleur chronique, par exemple, il faut aider les personnes à faire face à leurs symptômes. Donc,
Je suis d'accord qu'il faut aider les personnes à faire face à leurs symptômes, y compris, puisque j'ai repris cet exemple-là, dans les troubles du comportement alimentaire, mais si on ne travaille pas sur la racine. Hmm. Est-ce que c'est pas des fois qu'on confond hypnose, l'outil, et une psychothérapie, qui est beaucoup plus large et qui demande beaucoup plus de connaissances que juste, hypnotiser quelqu'un, faire une réification, travailler sur la douleur, machin, ou désancrer une phobie. Oui, tout à fait. Je pense qu'on confond complètement. Quand on voit comment travaillait Milton Erickson, il ne faisait pas de l'hypnose tout le temps. Et si je reprends à nouveau mon histoire du trouble du comportement alimentaire, il demandait souvent aux personnes d'aller monter le mont de Lascaux. Donc ça prend une journée. On est à Phoenix, Arizona, donc 42 degrés à l'ombre et malheureusement, il n'y a pas d'ombre. Donc ça prend une journée, c'est-à-dire qu'il testait la motivation des personnes. Hein, je donne juste cet exemple-là pour dire qu'en fait, il ne faisait pas que de l'hypnose, il faisait des tâches thérapeutiques. Il y a cette histoire célèbre où il a demandé à une dame qui était dépressive, qui aimait jardiner, de faire des boutures de Saint-Polia. Donc, c'est une petite plante qu'on met à l'intérieur avec des petites fleurs violettes. Et à chaque fois que, puisque cette dame fréquentait l'église, à chaque fois qu'une personne vivrait un événement important à l'église, donc un baptême, un enterrement, un mariage, elle devait offrir une de ces petites plantes. Et donc, bien sûr, du coup, les gens à qui elle a offert les plantes ont commencé à l'inviter à boire le café, etc. Et donc, elle a commencé à créer un réseau social. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est-à-dire que Erickson concevait l'hypnose comme un outil dans une thérapie avec plusieurs outils qui étaient très stratégiques. Hmm. Ce qui me paraît important finalement dans le trauma, ou l'accompagnement du trauma, de concevoir ça comme ça. Tout à fait, parce que dans un trauma, on va devoir faire une série de choses et pas seulement de l'hypnose. On va devoir mettre en place des fusibles de sécurité. On devra aussi s'assurer que dans la réalité, si on est une personne très fragile, qu'elle a des moyens de s'autoréguler ou d'être régulée par autrui. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire n'importe quoi dans le trauma. Hmm. Et donc, oui, l'hypnose est un outil important. Ça va être un outil, par exemple, ce qu'on appelle la stabilisation, hein, parce qu'évidemment, la personne au niveau de son système nerveux autonome, elle est très chahutée. Donc, pour l'aider à se relaxer, par exemple, on va pouvoir faire des ancrages en hypnose pour l'aider à faire face à certaines situations. Mais il faudra un moment retourner dans le trauma pour travailler le trauma. Et là, je pense qu'il faut quand même avoir les épaules larges et savoir exactement ce qu'on fait. Hmm. Oui, et puis je pense à la supervision, ça me rappelle une séance là, que j'ai fait récemment sur un deuil, euh, et elle m'a touchée cette séance. Pendant la séance, j'étais pas bien, j'avais envie de pleurer, j'aime bien la personne, il s'est passé tout un truc et je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai l'assise, et pourtant ça fait un moment que je bosse, pour accompagner cette personne? Donc là, je me fais superviser là-dessus, mais je me dis sur le trauma, des fois on entend des histoires qui sont tellement dures qu'il faut quand même avoir une espèce d'ancrage nous-mêmes au sol pour y aller, quoi. Et puis être un Oui. pilier pour la personne et pas être instable. Alors, tout à fait, hein, c'est-à-dire que la première sécurité pour le patient, c'est le thérapeute. Si le thérapeute est déstabilisé, il va plus pouvoir réguler émotionnellement la personne de la même façon. Donc là, on entre un peu dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale. En fait, chaque fois qu'on est en contact avec quelqu'un, tout le temps, en fait, il y a des signaux de sécurité ou justement d'insécurité qui se manifestent et on n'en a pas conscience. On le perçoit sans en avoir conscience. C'est ce qu'on appelle la neuroception. Donc, c'est une perception inconsciente s'il y a danger ou pas danger. Et donc, un patient qui sent le danger chez son thérapeute, parce que le thérapeute va manifester des micro-signes au niveau de son visage, de son attitude, qui vont montrer que la personne, le thérapeute n'est pas en sécurité, il est déstabilisé, il va plus pouvoir réguler son patient de la même façon. Or, un patient qui vit ou qui parle ou qui revit en hypnose des événements traumatiques, il a besoin de sentir que son thérapeute est très solide. Ok. Et vous avez raison, c'est-à-dire que moi, ce que je vois aussi, c'est que les personnes parlent tout de suite du trauma. Or, il faut éviter ça, il faut d'abord mettre des fusibles de sécurité, mais après, ils sont comme figés, ils deviennent comme quand on regarde la méduse hein, dans la, le- la mythologie grecque, on est transformé en statue, et c'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, ne voit plus que le trauma
est figé par ce trauma, mais aussi n'est plus capable d'aller rechercher les ressources du patient. C'est-à-dire, on va parler que du trauma et on va oublier de parler de tout le reste, sur ce sur quoi finalement la personne va aussi pouvoir s'appuyer, sur les parties saines d'elle-même, sur ce qui va bien dans sa vie, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai entendu des histoires, même quand je les raconte dans mes séminaires, je vois que les stagiaires sont ébranlés. Donc, j'ai aussi par rapport à un deuil extrêmement dramatique, c'est un homicide sur 2 enfants. Et le monsieur raconte qu'il a vu 5 thérapeutes avant moi. Et il dit lui-même dans l'interview que j'ai fait avec lui, oui, c'était probablement, donc c'est évidemment un deuil très traumatique, hein, c'est un homicide, mais dans des conditions horribles où l'ex-femme a tué les 2 enfants. Euh, eh bien, il dit c'était sans doute trop dur pour les thérapeutes. Et donc, voilà, si on sent ça dans une thérapie, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter, mais en tout cas, il faut se faire superviser ou faire un petit bout de thérapie pour soi parce que ça peut réactiver. Moi, je travaille beaucoup avec le deuil, par exemple, mais je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'ai une dame qui voulait absolument venir chez moi parce qu'elle savait ce qui m'était arrivé. Mais donc, moi, j'étais très amoureuse de quelqu'un qui s'est suicidé quand on avait 30 ans. Et la façon dont elle réagissait par rapport au meurtre de son compagnon, c'était dans l'humanitaire. Et donc, ce type avait été, son compagnon avait été tué par des islamistes. Eh bien, elle réagissait complètement comme moi, etc. Donc, dans ces cas-là, c'est important aussi refaire un bout de thérapie, pas seulement de la supervision, c'est de se dire, il y a des choses qui ne sont pas réglées chez moi. Et je voudrais aussi souligner ça, c'est que euh, beaucoup de gens qui se tournent vers l'humain sont des personnes qui ont vécu elles-mêmes des traumas. Et donc, on peut, comme je dis toujours, on peut ne pas soigner une phobie de l'araignée parce que, bon, les phobies de l'araignée, on va peut-être avoir 10 demandes sur sa carrière, on peut toujours référer à d'autres personnes. Mais les traumas, c'est pas possible parce que beaucoup de souffrances d'aujourd'hui sont le résultat d'événements du passé et donc beaucoup de gens qui viennent bah, sont des personnes qui ont vécu potentiellement des traumas. Je donne cours sur la prévalence du trauma. C'est extrêmement rare qu'une personne n'ait pas vécu un, voire deux, ou voire encore plus d'événements traumatiques dans une vie. Donc là, on doit aussi aller, c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux hypnos, c'est s'ils veulent travailler avec les traumas, c'est d'abord de nettoyer leurs propres traumas. Ouais. Oui, ce qu'on fait finalement, pas beaucoup, mais même dans mes études de psycho, moi je me souviens, on nous demandait pas d'être accompagné. Ça m'avait étonné. Et en hypnose, pareil. On nous demande pas d'aller faire un bon gros nettoyage, quoi. Et des fois, on prend même la formation comme un nettoyage. Comme, bah, oh, je suis allée en formation, donc c'est bon, j'ai traité des trucs. Pas pareil. Oui. Ce que je vois aussi, c'est les personnes qui disent, ah, j'ai vécu ça, donc je vais m'occuper, eu un Oui. cancer du sein, donc je vais m'occuper parce que je connais. Mm. Oui, je connais, mais si et c'est vrai que ça peut être un bon tremplin, mais il faut vraiment que le trauma du cancer, par exemple, soit vraiment complètement nettoyé. On peut travailler avec des personnes victimes d'abus sexuels si on a été soi-même victime d'abus sexuels, mais il faut que ce soit nettoyé complètement chez soi, parce que sinon, on va être un mauvais thérapeute. On va aussi plaquer ce qui nous a aidés sur le patient parce que voilà, on croit avoir la vérité parce qu'on a été expert euh, dans le vécu. Ouais. Ça me fait penser sur le temps d'accompagnement d'un trauma. En hypnose, on a tendance à faire des accompagnements ultra brefs, dirons-nous. Parfois des une séance, deux séances. Moi, il m'avait semblé lire que dans le trauma, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être là à chaque étape et d'être vraiment un soutien social aussi tout le long, quoi. Plus longtemps qu'une ou deux séances. Ah, mais il y a des thérapies qui peuvent durer 10 ans. Mm. Alors évidemment, c'est pas 10 ans de stagnation, mais moi j'ai une de mes patientes qui a été victime d'un réseau pédophile. Il y a déjà eu 3 procès, il y a eu des tas de morts, il y a eu des suicides, il y a eu des hospitalisations en psychiatrie, il y a eu des tortures. Bon, euh, cette personne n'avait aucun réseau de régulation quand elle était petite, donc personne pour prendre soin d'elle, puisque toutes les personnes autour d'elle faisaient partie du réseau pédophile. Et donc
voilà, c'était sa mère qui l'avait mise dans le réseau et c'était ses trois oncles et donc sa mère qui étaient enfin, et tous les enfants étaient mis dans le réseau, etc. Donc, on sait bien que c'est pas possible que ça se règle en trois coups de cuillère à peau, c'est sur des années. Pour donner un exemple, cette dame n'avait jamais dormi dans un lit. Hein, elle dormait enfin, la tête avec les bras sur la table de la cuisine. Et parfois, elle dormait par terre, en dessous. Mm. Donc, il faut s'imaginer que les personnes, on a parfois beaucoup à reconstruire. J'ai un de mes collègues qui travaille beaucoup avec les enfants, c'est Michel Sylvestre, lui, il travaille surtout en EMDR. Et il dit, pour des troubles de l'attachement, donc des personnes qui ont vécu des traumas euh, dans l'enfance, répétés et avec des proches, quoi, hein, les parents, il faut à peu près 2 ans pour construire une relation sécure. Alors, pas seulement construire la relation sécure avec le thérapeute, mais c'est-à-dire d'être en mesure pour le patient de rétablir des relations sécures avec les autres. Et Mm. si on n'a pas une relation sécure, on ne peut pas travailler. Je veux dire, je viens vous voir parce que j'ai une phobie de l'araignée. Votre tête, elle me revient ou elle ne me revient pas. Hein, c'est-à-dire que voilà, je vais bien, je n'ai pas vécu d'événements particuliers dans mon enfance. Donc, bien sûr, cette relation de confiance, elle est importante, mais c'est très vite, oui, c'est oui ou c'est non. Mais avec les personnes qui ont vécu des gros traumas, c'est une construction en réalité. C'est-à-dire que c'est pas oui, elle me revient ou elle me revient pas, sa tête. C'est je dois construire ça parce que j'ai jamais construit ça dans ma vie. Et ça prend du temps. Mm. Ouais, ça me rappelle une cliente, moi, qui était venue me voir, qui me parlait de tout. Alors, je ne sais même plus le sujet vraiment. Et en fait, elle revenait me voir toutes les années, plusieurs fois, quand elle était dans la ville où j'étais. Mais peut-être 3 ou 4 ans plus tard, elle m'a dit qu'elle avait été abusée toute son enfance par son cousin. Et j'ai senti qu'en fait, il lui fallait un temps immense pour me faire confiance et parler de ça. Mais moi, je pose toujours la question à mes stagiaires, est-ce que vous iriez en bikini sur les pistes de ski? Alors, Bon. les gens disent, bah, non. Je dis pourquoi? Ah, bah, parce qu'il fait froid. Eh bien, c'est la même chose pour la relation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se déshabiller quand la relation n'est pas chaleureuse. On ne se met pas à nu quand la relation n'est pas bienveillante, chaleureuse. Mais ça prend du temps pour se construire. Parce que vous pouvez être sympathique, mais avoir le sourire commercial, c'est pas pour une personne qui a vécu du trauma, c'est pas ça une relation bienveillante. Une relation bienveillante, c'est quelque chose qui se poursuit sur la durée. Et effectivement, parfois, les gens prennent énormément de temps. Et je pense par exemple à un de mes patients, donc il avait vécu des violences sexuelles de la part d'un pédophile, mais avec qui c'était presque comme un couple, quoi, en fait, dans la Mm. réalité. Et il a mis, je sais pas moi, 2 ans peut-être pour me dire, parce que là, bon, on travaillait, il y avait beaucoup de choses à travailler, pour me dire qu'en fait, le plus gros trauma dans ces traumas-là, c'était quand ce pédophile n'a plus voulu de lui. Ça a été le rejet parce qu'il allait avoir 18 ans. Et un jour, il est arrivé chez ce pédophile et il a sonné à sa porte. Et donc, le pédophile est venu ouvrir. Et le pédophile lui a dit, j'ai plus besoin de toi. Et il a vu un gamin à peu près de l'âge de 14 ans derrière cet homme-là. Parce que justement, ça, c'est des choses qui sont encore moins entendables par un thérapeute. Et donc, ça prend du temps ou des personnes qui ont pris du plaisir Mm. et qui se culpabilisent. Et donc, elles ont honte. Donc, ça prend du temps à dire à un thérapeute, il faut vraiment de la confiance. Mm. Là, c'est un peu ma curiosité personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu les agresseurs qui ont été traumatisés eux-mêmes par ce qu'ils ont fait? Euh, Oui, j'ai l'impression qu'on alors en entend moins parler, c'est ça? c'est rare, hein. Bon, c'est rare, ce n'est pas si rare que ça, il suffit de voir dans les armées. Alors j'ai eu plusieurs cas, j'ai eu un monsieur qui a été obligé de tirer, donc c'était un militaire français, qui a été obligé de tirer dans un no man's land, donc Mm. soi-disant des terroristes, en fait c'était juste des migrants. Et donc il a après détesté la France, il a voulu vivre en Belgique parce que pour lui l'armée c'était l'État et l'État l'avait obligé à tirer sur des innocents et dont un gamin qui avait une dizaine d'années. Alors, bon, ça c'est un cas particulier. Un autre patient du temps où il était toxicomane, il avait braqué avec deux copains une pharmacie pour évidemment avoir
des médicaments stupéfiants. Et donc, au moment même, ça lui a rien fait, hein. Et ce n'est que plus tard, quand il est venu en thérapie chez moi, et il pleurait comme un bébé parce qu'il me disait, la, la pharmacienne, en fait, elle a eu tellement peur qu'elle a fait pipi dans son pantalon, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui avait fait beaucoup rire les trois garçons à ce moment-là. Et en fait, ça le faisait pleurer, quoi, parce que du coup, il avait cette empathie qu'il n'avait pas eue au moment même, mais par empathie après, il se mettait à la place de cette pauvre femme qu'ils avaient beaucoup effrayée. Et puis, j'ai eu un pédophile en thérapie. Donc, il n'avait pas été, je dirais, mis sur la sellette par rapport à ce qu'il avait fait plus jeune dans sa vie. Il était à ce moment-là éducateur dans un centre pour enfants dont les parents avaient été déchus de leurs droits parentaux. Donc, des enfants évidemment extrêmement vulnérables, puisque en fait, ils n'avaient pas beaucoup de personnes à qui parler. Et une des personnes à qui ils auraient pu parler, c'est l'éducateur. Donc, mais ça l'a rattrapé quelques années plus tard, où là, il était dans une école, éducateur dans une école, et il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui, mais qui a aussi réussi à monter les copines contre cet homme. Je pense qu'il ne s'est rien passé à ce moment-là, parce que voilà, il y avait trop de contrôle social pour que quelque chose se passe. Mais je pense que la dame, la jeune fille qui a porté plainte contre lui a senti à plein nez ce pédophile, parce que moi je le sentais aussi. Donc je veux dire, je pense que on peut avoir ce sentiment, cette intuition très forte, soit parce que souvent parce que soi-même on a vécu ça et donc on les repère. Et donc ça s'est dégonflé comme voilà, l'affaire s'est dégonflée. Il a plus pu travailler à l'école, mais il était près de sa retraite. Donc là, ça s'est arrêté. Et là, il est venu parce qu'il avait le sentiment d'une justice immanente, quoi. C'est-à-dire d'avoir été victime d'une cabale à ce moment-là, mais qui était peut-être une sorte de justice pour ce qu'il avait fait dans le passé. Et donc, on a travaillé sur payer sa culpabilité, puisque finalement, comme la justice ne l'a pas rattrapé, il n'a jamais payé sa dette par rapport à la société. Mmh. Et on ne Donc, fait pas que chose, du coup, hein. eh ben oui. Et c'est les accompagnements, j'imagine, les plus simples parce qu'il y a tous nos propres jugements qui vont peut-être rentrer en compte. Tout à fait, et c'est ce que je disais d'ailleurs, hein, d'une façon, quand je disais que mon patient, il a mis du temps pour me dire que le trauma le plus important, c'était le rejet du pédophile, c'est qu'effectivement, on a tout un système de croyances et de valeurs, on est prêt finalement à entendre certaines choses par rapport à ça, et pas d'autres. Et donc, effectivement, c'est évident par rapport à un pédophile que la majorité d'entre nous, on va avoir un sentiment de rejet complet. Euh, mais, euh, mais parfois, c'est plus subtil que ça, en fait, hein. Donc, je pense aussi à un patient, parce que je trouve que c'est important pour les hypnos aussi, à quelque niveau que ce soit, de sentir que quand on ne se sent pas apte, c'est d'arrêter. Il y a un monsieur un jour qui est venu, il avait besoin d'être aidé, hein, mais moi, je n'étais pas capable de le faire. Il m'a raconté qu'il avait cloué vivant le chat de sa copine sur la porte de la chambre de sa copine. Eh bien, moi, donc, il était parti travailler, il a fait ça. Et bon, il était très malheureux parce qu'il avait des accès de violence, mais moi, je ne pouvais pas, quoi. Donc, je l'ai référé ailleurs. Je lui ai dit, c'est un trouble du comportement. Enfin, je me suis débrouillée comme ça pour l'envoyer chez un autre thérapeute parce que moi, je ne me sentais pas. Donc, je pense qu'il y a aussi parfois, on a des limites, hein, des limites. On peut ne pas vouloir travailler avec un pédophile ou avec un agresseur, même si il se repent, même s'il se sent coupable de ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'on a tous nos limites et on doit les connaître. Mmh. Tout à fait. Donc, on a dit il y a des choses à absolument ne pas faire. Donc, bah, déjà, ne pas accompagner de remords sans être formé. Je Voilà. notifie qu'il y a une formation d'Evelyne fin juin à la FNH, puisque j'y serai. Euh, Ne pas avoir de base théorique là-dessus, être un pilier, ne pas s'effondrer en même temps que la personne, arriver à mettre ses propres limites si on n'est pas capable d'accompagner ça, c'est pas la peine. Ne pas avoir que l'outil d'hypnose aussi dans sa Oui. besace, parce que ça va peut-être arriver à différentes phases de l'accompagnement, mais pas tout le temps. Et puis ne pas traiter les comportements, juste le comportement, sans aller voir la cause derrière. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'il faudrait absolument pas faire quand on accompagne un trauma, une personne traumatisée? Bah,
si je dois résumer, je dirais qu'on ne fait pas hors hypnose ce qu'on ne sait pas faire. On ne fait pas en hypnose ce qu'on ne sait pas faire hors hypnose. Hmm. Donc, par exemple, moi, je ne travaille pas avec les psychotiques. Bah, je vais jamais prendre un psychotique en hypnose parce que je le fais déjà pas, je ne me sens déjà pas autorisée à le faire hors hypnose parce que j'ai pas les compétences. Donc, je pense que on doit aller en hypnose avec des patients pour lesquels on se dit qu'on peut faire face sans hypnose. Hmm. Bon. Est-ce que vous auriez des livres ou des ressources qui seraient chouettes pour commencer à s'intéresser à ce sujet-là? Au trauma, Ouais, autrement. bah, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des histoires thérapeutiques et qui est une série de scripts. Alors on en revient aux scripts, mais là ce sont des histoires thérapeutiques avec une induction, une histoire et une sortie de transe, donc en hypnose formelle. Où je dis bien qu'évidemment, il faut s'approprier ces histoires, les raconter. Alors ça, pour moi, toutes ces histoires-là, elles font partie de ce que j'appelle la stabilisation. Donc, Ok. elles redonnent aussi de l'espoir pour l'avenir. Enfin bon, il y a toute une série de choses qui peuvent être traitées aussi par les métaphores. Alors pour moi, ça devient aussi ce qu'on appelle en psychologie un objet transitionnel. C'est Donald Winnicott qui parlait de ça. Et c'est ce qu'on appelle le doudou, hein. Hmm. Donc, le doudou, c'est ce qui permet à la personne de s'autoréguler, hein. Donc, un enfant, quand il va se coucher, on lui donne son doudou, on lui donne sa tétine quand il pleure. Et on lui donne en fait les moyens de réguler son système nerveux autonome lui-même, donc de se réguler aussi émotionnellement lui-même, de se Hmm. calmer. Eh bien, moi, j'enregistre ces séances quand je les fais ces séances-là ou d'autres, hein, des séances où je raconte quelque chose, je les enregistre sur le téléphone du patient, ce Hmm. qui fait que ça lui permet aussi d'avoir ce lien avec moi, hein, donc d'être dans cet attachement, parce qu'un des maîtres mots de la thérapie du trauma, et surtout pour les traumas complexes, c'est l'attachement, reconstruire l'attachement sécure. Et donc, construire l'attachement sécure fait partie en part entière de la thérapie. Et donc, les outils pour construire cela, comme par exemple ces objets transitionnels, c'est important. Donc, ça, c'est la phase, je dirais, de stabilisation, alors qu'on va utiliser tout au long de la thérapie. Bien sûr, moi, je fais vraiment pas que ça, hein. Je fais les scénarios réparateurs où on travaille sur le trauma lui-même. Et là, vraiment, je crois qu'il faut être formé. Euh, pour en parler davantage. Alors, j'ai écrit un bouquin théorique sur le trauma. Donc, c'est le trauma, enfin j'en écris deux, en fait, le trauma chez l'adulte et l'autre, c'est le trauma chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent. Donc je pense qu'il faut avoir ces bases théoriques. Sinon, il y a un très bon livre qui a été coordonné par Johanna Smith qui s'appelle Thérapie du trauma et de la dissociation, qui est paru chez Duno. Là, c'est un très bon bouquin parce que elle a invité différents auteurs à parler de leur pratique par rapport au trauma. Donc moi, j'y explique un peu les scénarios réparateurs aussi. Et donc, voilà, on parle de la théorie polyvagale, on parle de la somatic experiencing, de l'EMDR, donc de différents outils. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les personnes, peut-être elles peuvent voir dans quelle orientation elles veulent prendre. L'hypnose, mais l'hypnose plus quoi? L'hypnose plus le MDR ou plus l'ICV, hein, donc le système familial intérieur. Donc voilà, il y a plein de thérapies, mais je crois qu'effectivement, l'hypnose ne suffit pas. Il y a aussi de plus en plus de formations en psychopathologie, donc, qui sont dédiées aux personnes qui n'ont pas fait la psycho. Par rapport à l'anamnèse, je pense que c'est important d'apprendre à faire une anamnèse stratégique. Donc, bah, tout ce qui est voilà, thérapie brève, thérapie orientée solution. Donc, moi, j'ai fait une petite fiche sur mon site sur l'anamnèse, donc les personnes qui sont intéressées. J'ai aussi fait pour les personnes qui ne sont pas thérapeute. Alors, c'est très basique, mais c'est vraiment les outils de base de la thérapie qu'on trouve aussi sur mon site. Donc, mon site est www.résilience-psy.com. Donc, là aussi, il y a quelques outils.
En termes d'ouvrages, il y en a certainement beaucoup, mais qui sont souvent théoriques. Je crois qu'on apprend le mieux, c'est Ouais. avec les formations et avec la supervision. Mais Mm. je pense que vraiment lire des bouquins de théorie, mais je trouve qu'on est un peu dans l'empattement mental. À la limite, les gens veulent bien encore lire des choses qui donnent des outils pratiques, des protocoles, ça marche bien. Mais des, des lectures qui demandent un petit peu d'effort, comme par exemple un livre théorique, et je vois que les gens sont encore plus frileux, quoi. Mm. On peut se permettre ça avec certaines problématiques, mais avec le trauma, je pense qu'il faut vraiment avoir des assises théoriques. Oui, parce que je pense que ça permet aussi de faire, alors je sais pas si c'est cohérent ou pas, mais de faire un peu de psychopédagogie, au moins d'expliquer aux gens, de mettre des mots, des contenants, du sens sur ce qui se passe pour eux. Sinon, on a la théorie derrière. Et de leur dire, bah, une espèce de normalité dans la normalité, quoi. Alors, vous soulignez quelque chose qui pour moi est essentiel. Hein, je demande toujours aux gens, mais comment est-ce qu'on régule un enfant qui pleure, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, on a parlé du doudou déjà, on fait plein d'autres choses, hein. Mais une des choses qu'on fait aussi, c'est expliquer à l'enfant. Par exemple, quand le bébé pleure, eh bien, on va lui dire, oh mon chéri, tu as faim, maman va te donner à manger, etc. C'est-à-dire, on va mettre des mots sur ce qui se passe. Et donc, dans le trauma, la psychoéducation, elle est essentielle. Hein, donc, d'expliquer les réactions aux personnes, pourquoi elles ont réagi comme ça, notamment sur tous les symptômes qu'elles ont. Et parfois, les gens ont l'impression de devenir fous, puisqu'il y a toutes ces images intrusives, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils ont des troubles de l'attention à cause de ça, ou parce que leur cœur bat très vite, hein, puisqu'on est dans cette activation neurovégétative qui se poursuit. Donc, les gens, parfois, ils pensent qu'ils vont faire une crise cardiaque. Donc, c'est important d'expliquer tout ça. Et c'est important aussi de bien comprendre la théorie parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu réagir, de lui expliquer comment fonctionne le système nerveux autonome, d'expliquer que ce n'est pas une question de volonté ou de faiblesse d'esprit, etc., mais que c'est son système nerveux autonome qui a pris le leadership. Toutes ces choses-là de psychoéducation sont essentielles. Ça régule la personne. Alors, ça ne lui donne pas nécessairement, évidemment, de la maîtrise sur ses symptômes, mais ça lui donne quand même une maîtrise mentale. Ce que j'appelle la maîtrise mentale, c'est de comprendre les choses. Et c'est tellement important de comprendre. Mm. Tout à fait. Euh, on en a parlé rapidement, je pense que ce sera un peu la dernière question. Est-ce que pour vous, il y a différentes phases d'accompagnement ou ces phases, enfin, voilà, genre un 2 3 ou ce sont des phases qui se mélangent? J'ai entendu que la stabilisation se faisait sur le long terme de l'accompagnement. Mais est-ce qu'il y a des phases bah, de création de rapports, on pourrait dire, en hypnose Oui, alors effectivement, donc la première phase, elle va être plus sur la stabilisation des personnes. Mhm. La deuxième phase, ça va être plus de travailler sur les souvenirs traumatiques. Et la troisième phase, c'est plus de travailler sur les déclencheurs du présent. Parce D'accord. que même quand on a un la personne, elle s'est construite avec ce trauma. Par exemple, quelqu'un aurait été violée sur le chemin de l'école à l'âge de 12 ans et qui ne sort plus de chez elle, qui ne travaille donc pas, qui bénéficie voilà, de revenus sociaux, etc., ben, cette personne, même si on nettoie son trauma du viol, Mhm. ben, il va falloir reconstruire aussi hein, sur sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant qu'elle va bien? Donc ça, c'est une chose. Et puis, bah, c'est pas parce qu'on a nettoyé le trauma que la personne, si j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui veut plus prendre la voiture, ben, on va travailler sur ce qu'on appelle les déclencheurs du présent. Et donc, par exemple, même si on a nettoyé le trauma, bah, la personne, ça fait peut-être plusieurs mois qu'elle ne conduit plus sa voiture. Bon, on va aussi travailler sur reprendre sa voiture et donc aussi sur le futur. Je pense, pour expliquer ça, je vais Mhm. parler de mes patientes. Donc, c'est une patiente qui était à l'aéroport pendant les attentats terroristes. Bon, on a d'abord travaillé sur bah, l'attentat lui-même. Enfin, d'abord, on a mis la stabilisation en place, puis on a travaillé sur le trauma lui-même, puis ensuite, on a travaillé sur tous les déclencheurs donc, du présent, donc par exemple tous les bruits, hein, tout ce qui pouvait déclencher. Et après, bah, comme elle voulait retravailler à l'aéroport, là où elle
travaillé, c'était donc son lieu de travail, c'était le lieu de l'attentat. On a travaillé sur les projections du futur. Voilà, je crois que c'est aussi important, les phases, c'est aussi lié à là où en est le patient. Parce que dans un premier temps, donc si c'est un trauma complexe, on ne va pas avoir ça parce que les personnes, elles ont aménagé quelque part leur vie avec le trauma. Mais quelqu'un qui vient de vivre un trauma, souvent il est dans le figement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur possible, la personne ne parvient pas à se projeter dans le futur. Et donc c'est comme s'il y avait une espèce de présent mortifère. Hein, je sais que c'est important d'être centré sur le présent, la méditation nous le dit bien, mais quand on voit avec le confinement qu'on n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir, on voit à quel point c'est délétère aussi. Donc la personne, elle est comme ça figée, elle est juste sous l'emprise du trauma. Après, il y a une deuxième phase où elle commence à entrevoir que sa vie pourrait être différente, mais elle ne sait pas comment parce qu'elle est tout le temps envahie par ce passé. Et puis, une fois qu'elle a cette espérance-là, moi, ça s'appelle ça la phase de l'espérance, il faut se mettre en action encore. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça aussi dans le concret, dans la réalité, pour bouger dans la réalité. Donc oui, il y a plusieurs phases, mais effectivement, sur certaines choses, ça s'entremêle. La stabilisation, c'est évidemment surtout la mise en place se fait dans les premiers temps de la thérapie, mais les outils qu'on aura mis en place, les outils de stabilisation, ils vont nous servir tout au long de la thérapie, chaque fois que la personne va être réactivée, par exemple. Ok. Bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez Merci. d'autres choses qui vous paraîtraient vraiment très importantes à dire à de jeunes hypnos De ne pas aller trop vite. Hein, il y a Nicolas Boileau, qui est un poète français, qui disait hâtez-vous lentement. Alors, souvent, on connaît plus un autre morceau du poème qui est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage sans perdre courage. Enfin, je ne sais plus trop les termes, mais donc il dit hâtez-vous lentement. Donc, dépêchez-vous lentement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et je prends toujours la métaphore du petit gamin et du guide de montagne. Ils partent ensemble. Le petit gamin va commencer à courir dans tous les sens. Il va aller beaucoup plus vite que le guide de montagne. Et puis, il va se péter la figure, il va se faire mal, il va se rafler les genoux, il va pleurer. Le guide de montagne va aller plus lentement, mais il assure chacun de ses pas. Et il va beaucoup plus loin. Et donc, parfois, les jeunes hypnos, ils vont trop vite. Et après, ils se retrouvent dans des situations où la personne ne vient plus. Et je voudrais juste dire ça, c'est pas parce que la personne ne vient plus qu'elle va bien. Même si elle vous a dit merci, ça m'a beaucoup aidé. Je prends un de mes patients qui a dit ça à son hypnothérapeute, parce que les gens sont gentils avec nous, ils nous ménagent, ils ne vont pas nous dire mais ce que tu as fait, c'est vraiment complètement nul, je vais encore plus mal, ou en tout cas, je ne vais pas mieux. Et donc, ils vont me dire merci, ça m'a beaucoup aidé, je vais mieux maintenant, je crois qu'on peut arrêter. Et puis, ils vont aller voir un autre thérapeute. Bon, évidemment, du coup, ça veut dire que l'hypno qui est à côté de ses pompes ne va jamais le savoir. C'est-à-dire qu'il va continuer à se conforter en disant ah ben voilà, j'ai fait ça en 2 séances ou en une séance de 3 heures, mon patient va bien, il est content. Et il ne va pas revenir parce que je lui ai dit que c'était en une seule séance et il me remercie chaleureusement. Ce n'est pas pour autant qu'en fait la personne va bien. Ouais, je suis totalement d'accord. J'ai fait ça, moi, en tant que patiente. Déjà, plusieurs fois. Dont Voilà. un truc qui m'a vraiment mis très mal et où j'ai dit non, ça va mieux. Parce que je voulais pas de questions, en fait, j'osais pas. C'était dans mon pattern, en fait, dans mon problème de pas oser, de pas. Et puis finalement, je vais toujours chez un thérapeute. Mais je crois que c'est dans le pattern de beaucoup de gens. Alors, ça peut être dans le pattern parce qu'on a appris dans notre vie à se taire, parce que voilà, on a vécu des violences, etc., où on ne pouvait pas parler. Mais la plupart d'entre nous, on a du mal, on est en zone d'effort à dire des choses désagréables aux autres. Hein, donc, il y a des personnes très agressives qui vont le dire très facilement, mais la majorité d'entre nous, on ne va pas dire on ménage. Et puis, on se dit de toute façon, bon, après, je ne vais plus y aller, donc ça ne change rien que je lui dise ces 4 vérités et que je me mette moi en zone d'effort ou que je me reste dans ma zone de confort et que je lui dis que tout va bien. Oui, et puis des fois, enfin, moi, j'en suis venue de me dire, c'est moi qui suis nulle, quoi. J'ai pas dû être, j'ai pas dû bien faire, quoi. J'ai pas dû faire correctement. Encore pire à ce moment-là. L'impuissance acquise. Oui, ce qui est bien, c'est que malgré tout, vous avez quand même poursuivi. Je continue, je ne lâche rien.
Ok, merci beaucoup Evelyne, c'était passionnant. Merci Anna. Voilà pour cet épisode. Moi personnellement j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'espère que vous aussi, que ça vous a donné des pistes de réflexion, des envies d'aller chercher un petit peu de votre côté, d'aller approfondir le sujet, d'aller creuser certains sujets qu'on a abordés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.